Donc, Anne-Marie Decelle, qui travaille au RQES, en fait, qui est directrice générale du RQES. Elle est également professionnelle de recherche pour la chaire Écologie du paysage et aménagement et auxiliaire de recherche au département de sciences de l'environnement à l'UQTR. Et René Lefebvre, qui va l'accompagner dans sa présentation. René, s'il a besoin de présentation, est professeur à l'INRS. Donc, il est responsable scientifique du système de sondage par enfoncement et rotopercussion. Ça, c'était vraiment un test personnel là, pour assurer ma diction aujourd'hui. En tant qu'expert en hydrogéologie, ses travaux sont en relation avec la gestion des ressources en eau souterraine. Il se concentre sur la caractérisation et la modélisation des aquifères contaminés et des systèmes d'écoulement locaux et régionaux. J'ajoute, juste par chauvisme, que René travaille là, sur le projet Passais-Estrie, en collaboration évidemment avec le COGESAF et le COBARIC. Donc, je ne sais pas lequel des deux va commencer, mais Anne-Marie et René, la parole est à vous. Merci beaucoup, Julie. C'est moi qui ai le plaisir de commencer. Puis, est-ce que mon écran est effectivement bien partagé présentement? OK, bon, ben merci bien. Donc, pour l'introduction, je suis vraiment content, en fait, qu'on passe après Olivier Pitre, parce que, justement, on va aborder dans notre présentation, Anne-Marie et moi, l'aspect du développement des connaissances et du transfert des connaissances qui est nécessaire sur l'exploitation. Puis, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça dans des réunions, mais il faut prendre l'exemple de la CESAP. Il faut prendre l'exemple de la CESAP. Ben, on va montrer aujourd'hui des choses qui vont dans ce sens-là, de prendre justement l'exemple de la CESAP. Donc, comme je l'ai mentionné, moi, je vais faire une courte présentation sur un petit peu l'historique du développement des connaissances dans le cadre du PACES et d'où on en est aujourd'hui. Et Anne-Marie va traiter du transfert et de l'utilisation des connaissances parce que ça ne donne rien de développer des connaissances si on s'en sert. Donc, allons-y pour le développement des connaissances. Juste une petite mention qu'avant 1994, il y avait eu des travaux, notamment au ministère des Ressources naturelles et ensuite au ministère de l'Environnement, qui avaient saisi des occasions de financement ponctuel un peu, là, pour caractériser les ressources en eau souterraine dans certains bassins versants ou régions du Québec. Ça ne faisait pas toutefois partie d'un programme systématique de caractérisation des ressources en eau souterraine. Entre 1995 et 2008, il y a eu des travaux de la Commission géologique du Canada en concertation avec le ministère de l'Environnement et des universités au Québec, dans Port-Neuf, dans les Basses-Laurentides, puis aussi dans le bassin de la rivière Châteauguay, qui ont servi, en fait, à produire des guides ou, en fait, développer les approches pour caractériser les ressources à l'échelle régionale et ont servi d'exemple, ont été exemplaires dans le sens où, si vous regardez la classe hydrogéologique du bassin de la rivière Châteauguay, ça ressemble beaucoup à ce qui est au contenu qui est produit dans le cadre des projets du PACES. Bon, c'est important de souligner à quel point, en fait, l'émergence ou le développement du PACES, ça découle d'une démarche qui est vraiment cohérente et continue de la part du ministère de l'Environnement. Ça avait commencé par la consultation sur la gestion de l'eau au Québec réalisée par le BAP, qui avait recommandé de faire une cartographie systématique des ressources en eau souterraine au Québec. Et cette recommandation-là avait été reprise dans la politique de l'eau en 2002, qui en faisait un engagement du gouvernement. Bon, il y a eu une petite traversée du désert en 2002-2008, mais finalement, lorsque la loi sur l'eau a reconnu, en fait, c'est assez révolutionnaire, la loi sur l'eau. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou ça n'a pas eu un impact médiatique ou plus important que ça. Mais en fait, ça changeait le statut de l'eau qui devenait un bien collectif. Si c'est un bien collectif, la logique, c'est qu'à ce moment-là, l'État doit en être fiduciaire. Et pour bien gérer la ressource dont il est fiduciaire, il faut la connaître. D'où
l'importance, la nécessité de développer des connaissances sur cette ressource-là que l'État doit gérer. Et c'est de là qui a été développé en 2008. Les projets ont commencé en 2009. Le programme d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines du Québec, dont je vais parler. Ce programme-là, il a pour objet de dresser un portrait des ressources dans les territoires municipalisés du Québec. Puis, ce portrait-là doit permettre de faire une gestion informée. C'est-à-dire que là, on a les bases d'information pour faire la gestion des ressources. Et la façon dont ça a été réalisé, c'est que les universités ont pris la responsabilité de réalisation des projets, mais avec les acteurs régionaux de l'eau. Et c'est important de souligner que dans les projets initiaux, puis même maintenant, dans les projets actuels, plusieurs acteurs de l'eau ont fait des contributions en temps ou en monétaire à la réalisation des projets et se sont impliqués activement dans leur réalisation. Puis Olivier l'avait mentionné que justement, au Québec, les passages ont été réalisés en concertation. Donc, les universités, même si ce n'était pas requis au départ par le ministère de l'Environnement, ont développé des protocoles conjointement et de façon à produire des cartes, des résultats qui peuvent être comparables d'une région à l'autre, ce qui est relativement unique. Puis dans ce cas-là, on doit dire qu'au Québec, on n'a pas suivi l'exemple ontarien qui a mis énormément d'argent sur la protection des sources d'approvisionnement en eau souterraine, mais qu'il n'y a rien qui a été fait qui est normalisé ou similaire d'une région à l'autre. Oups, pardon, je suis allé un petit peu trop vite. Dans le mauvais sens. OK, désolé. Puis, les projets PACES, ça donne un portrait des ressources, mais ce portrait-là, en fait, il est sous forme de cartes. Il y a en fait 28 couches cartographiques dans les livrables PACES, mais donc, c'est la partie normalisée. Donc, tous les projets ont ces mêmes cartes-là, mais chaque projet aussi aborde des objectifs spécifiques qui sont particuliers à la région d'études. Et ces projets-là, ils ont été réalisés sur 3 ou 4 ans et consistent en 3 phases. Une première phase qui est l'assemblage des données existantes. Croyez-moi, c'est aussi bordélique que la figure le montre. Ensuite, une deuxième phase de caractérisation ciblée sur le terrain pour combler les lacunes des données existantes, et ensuite l'assemblage, l'intégration de cette information-là pour produire les livrables PACES. Bon, cette carte-là est probablement familière à plusieurs des personnes présentes aujourd'hui. C'est une carte du ministère de l'Environnement qui présente la couverture spatiale des projets réalisés dans le cadre du PACES. En orangé, c'est les projets qui ont déjà été réalisés. Puis en rouge, c'est les projets présentement en voie de réalisation. J'ai ajouté là-dessus les acronymes des universités qui ont réalisé ces projets-là. Finalement, au total, en fait, initialement, en 2009 et 2015, il y a 13 projets qui ont été supportés par le ministère de l'Environnement et évidemment les acteurs régionaux. Puis présentement, en 2018 et ça va finir en 2022, il y a 4 projets régionaux puis aussi 2 projets ciblés qui sont en voie de réalisation. Puis au total, sur 12-13 ans, l'ensemble du territoire municipalisé du Québec va avoir été couvert, ce qui est assez phénoménal, en fait, comme réalisation. Puis, je vais juste brosser ou illustrer très rapidement ce que ça a l'air, les contenus, parce qu'il y a beaucoup de membres de l'auditoire qui savent déjà ce que ça a l'air, un contenu de projet PACES. Mais j'ai simplement pigé des exemples dans les 13 projets qui ont été réalisés à date au Québec, du type de cartes qui sont produites. Et pour montrer aussi la perspective très large qui est offerte ou qui est produite dans le cadre des PACES. Bon, d'abord des informations sur la région d'études, les limites municipales, la topographie, l'hydrographie, l'utilisation du territoire, qui nous met le cadre de la région d'études. Ensuite, contexte géologique. C'est important, surtout dans des travaux régionaux sur l'eau souterraine, de bien définir la géologie parce que c'est ça qui contrôle la nature des aquifères et ce contexte géologique-là, il est défini
par la géologie du roc, la géologie du quaternaire, donc des dépôts meubles, et aussi l'épaisseur de ces dépôts meubles-là sur le roc. Il y a aussi l'eau souterraine, c'est évidemment souterrain. Ben, pour la comprendre, sa dynamique, ben, il faut comprendre ou définir comment ça se passe sous la terre. Donc, les projets produisent des coupes géologiques et dans certains cas, comme ici, ce que l'UQAT a fait, les équipes ont défini les différents éléments qui constituent l'architecture des aquifères pour mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi pour mieux expliquer ce qui se passe aux partenaires régionaux. Il y a des cartes aussi évidemment hydrogéologiques comme telles, comme les contextes hydrogéologiques. Comme Olivier le mentionnait tout à l'heure, en Abitibi, il y a des escarres, mais il n'y a pas que ça. Donc, les différents contextes expliquent dans quoi on va retrouver l'eau souterraine, à quoi on peut s'attendre dans différentes parties du territoire. Des cartes des niveaux de l'eau souterraine qui nous permettent de comprendre comment s'écoule l'eau souterraine. Des cartes de confinement qui nous indiquent, par exemple, en zone libre, ça va être des zones d'une forte recharge, mais assez vulnérables. Dans les zones captives, ça va être bien protégé, les ressources en eau souterraine, mais il va avoir peu de recharge relativement. Et finalement, il y a aussi des livrables qui couvrent la protection de la ressource. Bon, évidemment, les cartes de vulnérabilité qui nous indiquent est-ce qu'il va y avoir un impact important s'il y a une contamination à la surface du sol. Aussi, il y a eu de nombreux échantillonnages et analyses de l'eau souterraine pour en définir la qualité et identifier s'il y avait des problématiques soit naturelles, soit d'origine anthropique qui affectent la qualité de l'eau souterraine. Et la plupart des projets ont intégré l'ensemble des informations produites pour produire des modèles conceptuels expliquant comment se fait l'écoulement de l'eau souterraine et quels sont les secteurs à protéger ou les secteurs vulnérables. Donc, c'est un outil de communication. Parlant d'outils de communication, malheureusement, les cartes PACES, c'est pas mal des cartes spécialisées qui ne sont pas si faciles à comprendre que ça. Et dans certains projets, le ministère de l'Environnement avait aussi soutenu des travaux pilotes pour produire aussi des cartes d'indicateurs qui seraient plus faciles à comprendre par les acteurs de l'eau régionaux. Et ces cartes d'indicateurs-là sont basées sur les données livrables PACES, mais en considérant les objectifs de gestion durable, soit la préservation de la quantité et de la qualité de l'eau souterraine, la conservation aussi de l'usage de l'eau souterraine et du rôle de l'eau souterraine sur les écosystèmes. Et à partir de ces indicateurs-là, ils doivent aider à définir l'état de la ressource et à savoir quels sont les enjeux reliés à la ressource en eau souterraine et quels sont les secteurs où ces enjeux-là sont importants, justement pour accompagner l'identification des actions qui pourraient être intégrées dans le PDE des organismes de bassin versant en relation avec les ressources en eau souterraine. Il y a aussi des travaux de recherche qui ont été faits. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller en détail, mais dans chacune des régions couvertes par le PACES, il y a eu des travaux qui ont permis de mieux comprendre des questions soit fondamentales, soit appliquées ou soit de développer les technologies de caractérisation des ressources régionales. Donc, qu'est-ce que ça a donné finalement? C'est que on est présentement relativement privilégié au Québec, dans le sens qu'il y a eu une expertise qui a été développée qui est importante. Il y a eu une création aussi de postes de professeurs dans plusieurs universités ou la consolidation de postes. Donc, il y a une expertise sur les ressources en eau souterraine régionales qui est assez rare, en fait, ailleurs dans le monde, dans les milieux académiques. Il y a une formation aussi de la relève. Plusieurs professionnels et étudiants au niveau du bac, au niveau de la maîtrise, au niveau du doctorat, ont été formés à comprendre les ressources en eau souterraine. Il y a une concertation entre les organismes comme le ministère de l'Environnement, la Commission géologique, les universités, les experts en hydrogéologie. Puis surtout, il y a une implication des acteurs de l'eau régionaux, municipaux ou locaux par rapport à ces aux ressources en eau souterraine. Mais donc, cet état-là, par contre, ce que je veux
que je trouve important de communiquer, c'est que ça c'est pas fait tout seul. C'est le fruit de 25 années de concertation entre les acteurs de l'eau et un aspect qui est important de ça, c'est que oui, on a des superbes portraits maintenant des ressources en eau souterraines, mais ça ne donnera rien, ces portraits-là, s'il n'y a pas une appropriation de cette information-là, de ces données-là, par les acteurs de l'eau régionaux, notamment les organismes de bassin versant. Et c'est ce dont Anne-Marie va vous parler à partir de maintenant. Donc, je te passe la parole, Anne-Marie. Oui, merci beaucoup, René. Alors, je partage ici. Alors, j'espère que vous voyez la bonne partie de mon écran. Je vais essayer de changer d'écran, excuse Anne-Marie. Ah, il faut que je change d'écran, c'est pas la bonne. OK. On voit tous les détails, là, en fait. Ah, non, c'est pas ça que je voulais. Ça sera pas long. OK. Je vais changer. Je vais mettre ça ici. Il faut que j'arrête de partager. Vous me direz si là, c'est mieux. Ah, je veux juste partager mon écran, dans le fond. Je pensais que je l'avais. Je m'étais pratiquée, je l'avais, je ne l'ai plus. Dites-moi si c'est mieux ou pas du tout. On voit encore les notes d'animateur. Non, OK. Ça veut dire qu'il faut que tu partages l'application plutôt que de partager ton écran. Ben, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais, je ne comprends pas. D'abord, il faudrait que tu fasses l'inverse, que tu partages ton écran. Oui, je vais partager. OK, je vais faire ça. Excellent. Je ne suis pas dans mon bureau ordinaire, donc ça ne fonctionne pas mon affaire. Je sais que je perds du temps, je vais faire ça plus vite, faites-vous-en pas. OK, ça ici. Voilà. OK, donc je vais partager mon écran ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, réussi. Là, j'ai réussi. Oh, phew, OK. Donc, merci René de m'avoir passé la parole comme ça. J'aurais aimé ça que ça se passe mieux, mais bon, comme tu le disais, là, je vais parler du transfert et de l'utilisation des connaissances en vous faisant voilà, un petit historique, tu en as déjà parlé. Donc, en 2009, là, il y a eu la création du GRIES, là, quand les chercheurs qui faisaient les projets PACES se sont regroupés pour s'assurer que justement, ça soit fait de façon concertée, que les projets soient faits de façon concertée. Donc, ils se sont regroupés. Puis, en 2011, il y a eu la création du RQES où là, on a impliqué, il n'y avait pas que les chercheurs, mais il y avait également les acteurs, donc les utilisateurs potentiels de ces connaissances-là grâce à un financement FRQNT. En 2018, le RQES devient un OBNL. Et le RQS, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est le Réseau québécois sur les eaux souterraines, qui est cet organisme frontière entre les chercheurs universitaires et les planificateurs et les gestionnaires. Donc, le RQS fait vraiment le lien entre la connaissance produite par les chercheurs et les utilisateurs potentiels, hein, qui sont des professionnels, des organismes qui ont un rôle à jouer dans la gestion des eaux souterraines. Donc, le RQS joue vraiment ce rôle-là d'animer ce réseau des chercheurs et des gestionnaires, puis stimuler la connaissance de l'utilisation scientifique. On veut s'assurer que cette connaissance-là soit utile et qu'elle soit appropriée. Donc, je vais vous décrire quelques activités du RQS. Comme vous savez, là, on est beaucoup dans le transfert de connaissances. Donc, le site du RQS, là, certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous l'ont déjà visité, peut-être rqs.ca, où on a vraiment plusieurs choses sur notre site Internet, dont la vulgarisation des notions hydrogéologiques de base, un glossaire, des figures, des capsules vidéo, puis plein d'autres informations. On a la série de conférences en hydrogéologie. Hein, ça, depuis 10 ans, en fait, c'est plus de 70 conférences en ligne et gratuites qui sont diffusées. Il y a aussi le forum du RQAS, dont certains d'entre vous étaient présents. En 2018, on a réuni des chercheurs et des planificateurs et gestionnaires pour réfléchir aux besoins en transfert de connaissances et aux besoins au niveau de la recherche. Je vais vous parler des résultats un peu plus tard.
Donc, il y a le déploiement aussi d'une stratégie de transfert des connaissances sur les eaux souterraines dans les régions PACES, qui est vraiment la base du RQS. Je vais revenir un peu plus tard aussi, mais juste vous dire que depuis 2015, il y a eu déjà 45 ateliers sur une journée complète dans 19 régions PACES, près de 1000 participants au total et 135 jours de contribution des chercheurs. Donc, à chaque atelier, il y a des chercheurs qui sont sur les équipes PACES qui participent aux ateliers. En plus de ça, on a une boîte à outils. Donc, on a développé la boîte à outils. Donc, tout ce qu'on présente dans les ateliers, que ce soit les présentations, les exercices, le cahier du participant, est disponible sur le site du RQES. Et l'objectif de tout ça, c'est que les acteurs puissent le réutiliser pour eux-mêmes faire le transfert de connaissances dans leur région ou prendre une partie de cette information-là. En plus des ateliers PACES, je vais vous parler de ce projet-là parce que ça a occupé beaucoup de notre temps à ma collègue et moi, Myriane et moi, au cours de la dernière année. Ce sont les ateliers et webinaires, on en a parlé là, du RPEP, donc protéger les sources municipales d'eau potable et répondre aux exigences du RPEP. Donc, ça a été des ateliers qui ont été pour les municipalités, puis pour tous les autres acteurs de l'eau qui souhaitent accompagner les municipalités dans leur analyse de vulnérabilité, donc les MRC, les OBV, tout ça. Donc, autant en eau souterraine qu'en eau de surface, on a fait en tout le tour du Québec avec 40 ateliers, 24 webinaires. Il y a eu également des chercheurs qui étaient présents lors de ces ateliers-là, pas en tant qu'experts sur la réglementation, mais en tant qu'experts sur les eaux souterraines ou les eaux de surface. Puis, il y a eu plusieurs participants aussi, vous l'avez là. Donc, on voit une petite carte ici. Ce qui est en bleu, en fait, ce sont les ateliers en eau souterraine et en orange, les ateliers en eau de surface qui ont été réalisés dans 40 régions administratives du Québec. Un fait peut-être intéressant, c'est que dans ces ateliers-là, le public cible, c'était surtout les municipalités, il y a eu vraiment des beaux échanges, des belles rencontres entre les municipalités qui, des fois, découvraient leur OBV, donc rencontraient les OBV pour la première fois. Donc, c'était des opérateurs en eau potable, des inspecteurs municipaux qui découvraient c'était quoi un OBV. Donc, ça a permis ces beaux échanges-là. Après les analyses de vulnérabilité, évidemment, il va y avoir les plans de protection. Donc, le RQS organisait un atelier co-design où on rassemblait des gens du ministère de l'Environnement, des chercheurs et des planificateurs et gestionnaires pour réfléchir à des contenus puis des formes de soutien d'accompagnement technique qui seraient les plus utiles pour assurer la pérennité de l'eau potable. Puis, les résultats produits dans le cadre de cet atelier-là, le ministère de l'Environnement s'en sert là, pour développer des outils qui vont permettre d'accompagner les acteurs dans l'élaboration de leur plan de protection des sources. La stratégie de transfert de connaissances du RQES. Donc, voici un schéma qui conceptualise cet échange de connaissances où on a une phase de diffusion ici et ensuite une phase d'appropriation et de mobilisation des connaissances. Donc, la première phase ici, là, on retrouve les PACES ici où il y a une production de nouvelles connaissances hydrogéologiques au niveau régional. Ensuite, l'adaptation de ces connaissances-là pour les rendre compréhensibles, là, que ce soit par les rapports vulgarisés, les banques bases de données transférables ou les atlas hydrogéographiques, et la diffusion. Donc, la diffusion via des conférences à la fin du projet, par exemple. Et le RQS, a développé des ateliers qui proposent la familiarisation et la compréhension des informations hydrogéologiques produites dans le cadre du PACES, leur utilisation et leur intégration dans les enjeux concrets, puis enfin la collaboration des acteurs autour de la protection de la gestion des eaux souterraines à travers des exercices concrets dans le cadre des ateliers du RQES. Ces ateliers sont conçus pour être complémentaires les uns aux autres, puis poursuivre chacun des objectifs spécifiques. Ici, vous en voyez 3 dans le cadre des PACES présentement. Là, ceux qui ont des régions PACES le savent, là, il y a 4 ateliers à la place de 3, mais je vais quand même ça touche quand même ces phases-là du cycle de transfert de connaissances. Donc, l'atelier A propose une familiarisation avec les notions de base en hydrogéologie. On le sait, l'eau souterraine, c'est
On ne le voit pas, l'hydrogéologie, c'est des définitions assez complexes, donc on se familiarise avec ce vocabulaire-là, puis on fait des lectures de cartes pour comprendre les différents enjeux et les concepts hydrogéologiques. Ensuite, l'atelier B, c'est l'atelier géomatique où là, on comprend justement la base de données hydrogéologiques géospatiales, puis les participants apprennent à jouer avec les données pour les intégrer à des enjeux concrets. Donc, par exemple, identifier une zone de recharge à protéger, identifier une zone pour implanter une nouvelle activité potentiellement polluante. Puis finalement, l'atelier C, c'est là où on intègre les connaissances en aménagement et on apprend à collaborer avec les différents partenaires parce qu'on le sait, les acteurs qui ont un potentiel ou une influence sur la gestion des eaux souterraines est nombreux. Il y a des outils diversifiés puis sont complémentaires, donc c'est important de travailler ensemble. Anne-Marie, si tu me permets, je vais t'inviter à conclure. Oh my God, OK, je conclus. Oui, je conclus. Je voulais juste vous donner les résultats du forum du RQS. Vous mentionnez qu'il y avait des besoins en transfert de connaissances qui avaient été identifiés, dont la pérennité, la formation et des mécanismes d'accompagnement, les rôles, les responsabilités des outils, qui fait quoi et quand, et l'intégration des connaissances dans le SAD et le PDE. Donc, comment on fait ça? Donc, tout ça pour dire que là, on touche au point d'aujourd'hui et dans les perspectives, je vais essayer d'aller vite. Donc, comment qu'on se rend à l'appropriation des connaissances à des actions? Donc, on a remarqué que les ateliers, hein, c'est qu'une première étape. On n'a pas parlé de suivi, entre autres, puis tout ce qui est l'intégration, comment réellement on intègre les connaissances dans les outils, les actions, comment on assure la collaboration avec les différents acteurs et comment on assure le maintien du suivi à long terme. On n'a peut-être pas des réponses à toutes ces questions-là, mais sachez qu'au RQS, dans notre plan d'action, on a ciblé des actions prioritaires, dont une, puis je pense que là, il y a Renaud qui va en parler un petit peu plus tard, pas de l'action, mais d'un exemple, c'est de mettre sur pied un projet pour intégrer les données PACES dans les schémas d'aménagement et de développement et les PDE. Donc, on veut faire un projet pilote avec 2 MRC, 2 OBV. On est à créer les comités présentement. Donc, voilà. Merci de votre attention.